Avec ma casquette donc, de présidente de l'Observatoire de l'agisme, où on se préoccupe effectivement du sort qui est réservé à des personnes du fait de leur âge, du jeune âge d'ailleurs ou du grand âge. On s'est posé la question récemment de savoir si les choses avaient été améliorées concernant la population âgée. De manière unanime, sur le plan médical, il est certain qu'aujourd'hui, on ne rejette plus systématiquement les vieilles personnes en disant c'est pas la peine de l'opérer, de lui faire une prothèse de hanche, de lui faire un traitement, etc. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup amélioré. Par contre, pendant le même temps, se sont posées aussi des questions, et heureusement, je dirais, dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, sur la question de la place des personnes, de leur volonté, de leur choix, de ceux des familles, etc. Donc il y a énormément de débats autour de ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on voit probablement plus souvent, c'est un renvoi de la responsabilité des médecins vers les personnes elles-mêmes ou les familles, au motif que c'est le droit des malades de décider pour elles-mêmes de leur vie, ce qui parfois me met en grande difficulté en disant mais que peut-on choisir quand on ne sait pas ce qui nous attend. Et donc du coup je pense qu'aujourd'hui ce que j'observe, que nous observons, c'est cette espèce de déséquilibre, de cette croyance extrême que l'individu est roi, qu'il est consommateur aussi, donc c'est lui qui choisit. Et ça pose des questions effectivement par rapport à la réalité de la compréhension de l'information. Toutes les vieilles personnes, tous leurs enfants ne sont pas membres du CIS, ne sont pas des militants sur la question du droit des personnes de s'autodéterminer elles-mêmes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce que je vois le plus souvent, c'est cette question de c'est à vous de voir, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Bah oui, mais choisir entre quoi et quoi. Je n'ai pas observé aujourd'hui, et essentiellement avec les travaux que nous menons par l'Observatoire de l'agisme, qui est plus de discrimination au traitement auprès des vieilles personnes Alors, cancer n'est pas une pathologie vieille personne. Cancer est une pathologie généraliste. Je dirais que c'était il y a quelques années, ce qui était le plus probant, c'est les remplacements de hanches, l'école du fémur. Non, on ne va pas l'opérer, il est trop vieux. Bah oui, on ne va pas l'opérer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être grabbatisé. Aujourd'hui, ça se joue plus comme ça. Mais ça peut se jouer dans d'autres. Tout ce qui est spécifique aux personnes âgées, ça se joue moins. Par contre, il y a toujours des réactions de c'est pas la peine, il est vieux. Sur la question de l'information, on est encore extrêmement loin du compte. Parce que l'information a pour objectif de permettre aux personnes d'avoir tous les tenants et les aboutissants, leur permettant effectivement de pouvoir faire des choix libres et éclairés. Donc sur la question de l'information, déjà on a un problème. Sur le deuxième point, concernant les vieilles personnes les plus âgées d'entre elles, et notamment celles pour lesquelles on parle à la place, ça se pose même pas, quoi. On n'informe pas suffisamment correctement. On parle à la place, on pense à la place, on décide à la place. On imagine que parce qu'il y a tel âge ou telle situation de fragilité ou de dépendance, bah, finalement on consulte moins, on informe moins, ou on passe par les proches. Sauf que la question, c'est que les proches, c'est pas la personne. Et il n'y a aucun proche, sauf s'il est dûment mandaté par la personne, sous forme de personne de confiance, de directives anticipées, etc., qui ne soit à la place de la personne elle-même. Moi, toute bonne fille que je suis de mes parents, je pourrais effectivement demander de l'information pour m'informer moi-même, pour pouvoir expliquer à mes parents afin qu'ils décident eux-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est pas traditionnel. Je me souviens vraiment qu'on m'a traité de folle à chaque fois que je racontais à mon père ce qui allait se passer s'il décidait de se faire opérer ou de ne pas se faire opérer. Il n'avait plus l'âge, il avait eu juste un accident vasculaire cérébral, donc il ne comprenait plus rien. Donc il y a aussi toutes ces croyances qui ne sont pas véhiculées que par le monde médical, mais aussi par les proches, par les familles, par les environnements. Pour autant, ce que j'ai vu régulièrement du monde médical qui, effectivement, rencontrait des vieilles personnes et ils n'en avaient pas l'habitude, des attitudes assez courantes de parler aux proches de la vieille personne comme si elle n'était pas là. Comme si elle était vieille, donc elle ne pouvait pas parler, ou qu'elle ne comprenait pas, ou que parce qu'elle ne pouvait pas, ou qu'elle était en fauteuil roulant, ou qu'elle ne pouvait pas marcher, elle n'avait pas une idée elle-même sur sa propre situation. Donc je ne pense pas qu'on soit
Enfin, je ne vois pas la question exactement sur la dissymétrie. Est-ce qu'on informe mieux les plus jeunes, les plus vieux? Je le mets véritablement sur une question de culture, de pouvoir travailler avec la personne à partir des éléments qu'on peut mettre à sa disposition pour construire avec elle une décision qui lui serait propre, mais construire avec elle. Pas lui quand on voit une vieille personne qui est en fauteuil roulant, qui a du mal à marcher, dont en plus on dit qu'elle a des troubles cognitifs sans parler d'un cancer, qu'est-ce qu'on va lui demander son avis sur quoi? Et d'ailleurs, comment on va s'y prendre? Par où on va commencer? Je suis terriblement heureuse d'entendre cette question pour la première fois de ma vie. Ça fait juste 30 ans, 35 ans qu'on se pose la question des coordinations ville-hôpital, que les médecins ne sont pas formés, que c'est gênant quand même, pendant 35 ans de radoter les mêmes choses. Donc aujourd'hui, la coordination des acteurs, il y a énormément de gens qui sont nommés pour coordonner les acteurs. Et puis il y a aussi des coordination d'acteurs. Il y a des réseaux ville-hôpital. C'est plus comme ça qu'on les appelle maintenant. Oui, alors il y a aussi, je pense qu'il y a aussi tous ceux qui se sont engagés dans les réseaux de santé. Mais il n'y a pas que la coordination, quoi. Ça peut être aussi l'accompagnement de la personne dans son parcours de santé en mettant en œuvre des coopérations. Par exemple, l'institution où je travaille actuellement, qui s'appelle l'Association française contre les myopathies, Téléthon, a développé un modèle extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, je dirais que ça me défatigue de parler d'accompagnement de la personne dans son parcours de vie et de santé en mettant en œuvre des coopérations avec l'ensemble des acteurs en capacité de bosser avec d'autres simplement, etc., que de parler encore de coordination d'acteurs. Je pense que je vais sortir de la vie professionnelle très bientôt et que même dans un autre monde, ce ne sera pas réglé cette question de la coordination des acteurs. Pour autant, il y a des gens qui sont en capacité de s'engager dans des dispositifs qui sont des dispositifs qui, à un moment donné, ont montré leur efficacité. Je pense à la question des réseaux. À l'époque, dans les années 90, dans l'époque SIDA, j'ai l'impression qu'on a appris beaucoup de choses à cette époque-là. Malheureusement, ça n'a pas été recyclé, notre apprentissage. Et à cette époque-là, sur la question des réseaux, sur la question de ville-hôpital, il y avait quelque chose qui se construisait. Un tout petit peu plus tard, mais enfin pas tellement plus tard, dans les années 80, en 95 exactement, j'ai fait partie des cofondateurs du réseau Onco 94. On a galéré de chez galéré pour mettre ensemble des gens qui étaient des spécialistes avec des médecines de spécialité, avec des gens qui travaillaient en libéraux, des gens qui travaillaient à l'hôpital public, des gens qui travaillaient à domicile, avec les organisations de médecins libéraux. Eh ben dites donc, on a réussi. Et aujourd'hui, le réseau Onco 94, d'après ce qu'on m'en dit, est encore un réseau de référence. Et donc je me dis, voilà, il n'y a pas rien dans les organisations. Mais encore faut-il que les gens aient envie de travailler dans des modalités, dans des organisations dans lesquelles, oui, ils vont perdre un petit peu de liberté. Oui, ils font perdre un peu... J'ai souvent entendu des médecins en disant, je suis libéral, moi. C'est pas incompatible. Moi, je suis Florence, c'est pas incompatible à regarder comment on est en capacité de travailler ensemble et de ce qu'on va perdre, de quoi, de pouvoir, de comment est-ce qu'on va le récupérer au centuple. D'abord parce que les autres sont là pour épauler. On n'est pas obligé de s'occuper de tout soi-même et je conçois que quand on est médecin, aujourd'hui, franchement, il faut tout savoir sur toutes les organisations, sur toute la réglementation, sur les aides sociales et puis sur les aidants aussi tant qu'on y est. C'est juste énorme. Donc de participer, de faire partie, de faire corps avec d'autres pour apporter sa contribution dans le cadre d'un réseau qui accompagne les personnes dans leur parcours, ça ne me semble pas être extrêmement utopique de dire que ça pourrait continuer à être efficace pour ceux qui l'expérimentent. En tout cas, je travaille en ce moment beaucoup avec les réseaux de santé. J'ai l'impression que j'y vois des médecins plus heureux. Pour les dents, c'est le parcours du combattant. Bien évidemment, je dirais même la première préoccupation du proche aidant, c'est de dire par où je commence et comment je continue. Comment commencer par... Donc, les dents, c'est le parcours du combattant. Pourquoi faire? Pour trouver des lieux de soins, de diagnostic,
des intervenants professionnels qui vont pouvoir venir à domicile, faire les soins, les machins, qui vont pouvoir être présents s'il y a besoin à un moment donné. On ne peut pas laisser une vieille personne toute seule qui rentre d'une séance de chimiothérapie, même si avant elle n'avait personne. Donc, pour les aidants, c'est vraiment la question du parcours du combattant. Donc, je crois que là, franchement, il y a un effort considérable à faire pour permettre aux proches des personnes de pouvoir dire, eh ben voilà, tu ouvres la boîte et tu commences par le machin numéro 1. Voilà. Et de pouvoir dérouler ce fil de l'information qui va permettre aux gens de prendre de manière éclairée les bonnes décisions, les bonnes trajectoires, les plus concertées possibles avec des gens qui vont être là dans cet accompagnement de l'information et de la prise de décision. Ça ne suffit pas qu'il y ait de l'information. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas d'information, mais c'est juste pas vrai. Il n'y a que de l'information. Il y en a partout. Mais par où on commence? Comment est-ce qu'une personne qui, à un moment donné, dans son trajet, est concernée par quelque chose, va dire, mais où est-ce que je vais chercher la bonne information? Alors, aujourd'hui, il y a quelques petites mains qui se tendent, qui peuvent s'appeler le CLIC, le réseau, l'Association française des aidants, les groupes de protection sociale, etc. Allez, hop, qui commencent à dire, je tire le fil avec toi, etc. Mais ça, c'est extrêmement compliqué de faire matcher dans un temps donné le besoin d'information des uns, la capacité des autres de prodiguer la bonne information à la bonne personne au bon moment. Et l'information sur quoi? Sur la maladie, son évolutivité, les techniques, est-ce qu'on va opérer, est-ce qu'on va faire de la chimio, comment on va aider la personne, c'est quoi la qualité de vie, enfin, sur quoi on va intervenir. C'est très vaste. Toute cette question, effectivement, aussi, elle est comment est-ce que tout au long de la vie, on éduque, on s'éduque sur toutes les questions relatives à la santé, on devient un citoyen de la santé et non pas celui qui attend de l'autre de se faire et puis éventuellement de continuer à ne pas comprendre de quoi il s'agit, ce qui se joue. C'est extrêmement compliqué, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir effectivement avoir quelque chose qui va s'ajuster à la question à un moment donné des besoins et de la réponse d'informations pour pouvoir effectivement comprendre, mettre en place des conciliabules avec l'autre, décider de ce qui est le mieux. Et ça, c'est très intéressant dans ce monde qui est bourré d'informations, qu'on n'ait jamais la bonne information au bon moment. La question du politique, elle est que le politique change. Et qu'il n'est pas gravé dans le marbre aujourd'hui qu'on a articulé les questions de la santé et des besoins en santé des populations, de même que l'éducation des populations sur les questions de la santé et aussi de leur propre santé, c'est pas traité en tant que tel. Et puis il y a beaucoup trop de gens différents qui ont des intérêts extrêmement différents. Quand on a vu récemment à l'annonce de la loi, des questions relatives à la loi, on n'est pas forcément sur une loi, mais enfin on est sur des questions et puis relatives à la loi, on a vu effectivement des gens être dans des positions complètement différentes parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Quand les médecins défilent dans la rue parce que ils vont de manière obligatoire devoir pratiquer le tiers payant ou des choses comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout sur ces questions la mise en place de consensus, la rencontre des acteurs entre eux, que ce soit les populations, que ce soit les médecins, etc. Et on reste sur des modalités, sur des modes d'organisation qui ne sont pas remis en question, parce que si on se posait la question qu'est-ce qu'on veut avoir pour quoi faire, et ce quoi faire c'est quoi? C'est le maintien en santé des populations ou l'accompagnement des personnes dans leur parcours de santé avec des personnes qui, de manière obligatoire, quand c'est obligatoire, c'est non facultatif, doivent pouvoir coopérer pour arriver à un objectif commun. La réalité aujourd'hui, c'est que l'objectif, il n'est pas commun. Parce que derrière l'objectif, il y a des modalités d'exercice, des modalités financières, etc. Et aujourd'hui, personne de chez personne n'a eu le courage de le traiter. Les rares qui ont commencé à mettre le petit doigt pour le traiter, il leur en a cuit de chez cuit.